Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de la RSE. Voici le sommaire avec un grand champion, un aventurier pour commencer, le skipper Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe. C'est aussi un chef d'entreprise engagé dans la transition énergétique avec Watt&See, spécialiste de l'électricité marine. Pour notre débat, c'est l'action de Moussa Camara et des déterminés que nous allons découvrir. Il sera accompagné de la lauréate du prix French Tech Tremplin avec son entreprise, sa plateforme Kidzen. Et puis dans Smart Ideas, ce sont les collants recyclés de Rêve Society qu'on va découvrir ensemble. Voilà, on a 30 minutes pour développer ces titres. C'est parti. Et mon invité, c'est donc Yannick Bestaven. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Skipper, 20h du dernier Vendée Globe. Vous sortez chez Gallimard ce récit, Mon Tour du Monde en 80 jours. Si on est précis, c'est 80 jours, 3h, 44 minutes et 46 secondes. Elles ont compté quand même les heures, parce que c'était serré l'arrivée. Alors on doit vous poser souvent la question, mais est-ce qu'il y a, et à l'occasion de la sortie de ce livre, vous avez dû vous la poser aussi, est-ce qu'il y a une image, un moment qui a été plus fort que les autres et qui n'est pas forcément l'arrivée d'ailleurs dans vos souvenirs avec le recul de quelques mois? C'est vrai que sur un tour du monde, il y a plein d'images qui me reviennent. Il y a eu tellement de moments forts. Il y a eu entre le sauvetage de Kevin, le passage du Cap Horn, des aurores australes que j'ai pu voir dans les mers du Sud que je ne connaissais pas, des vols d'albatros. Des zones sans vent au large du Brésil. Non, il y a plein d'images qui me remontent en tête, mais c'est vrai que l'image de l'arrivée, déjà de retrouver ses proches, ça a été très fort. Ouais. Et ce feu d'artifice qu'ils m'ont offert pour l'arrivée, et puis ce scénario hollywoodien avec le temps de réparation, l'arrivée de Charlie Dalin, les calculs d'apothicaire pour savoir qui avait gagné. Oui, mais ça, c'est la règle de la course. C'est la règle de la course, mais ça n'a jamais été aussi serré dans toute l'histoire du Vendée Globe. On n'a jamais eu autant de bateaux qui pouvaient gagner le Vendée Globe. Moi, j'étais devant ma télé, hein, voilà. Comme beaucoup de Français. Et ça a fait le charme de ce Vendée Globe. En plus, un Vendée Globe qui a été lancé dans une période sanitaire compliquée. Et merci à toutes les autorités qui ont pu permettre à ce grand événement international d'avoir lieu. Ouais. Quand vous faites un Vendée Globe, j'ai déjà posé la question à d'autres marins, d'autres skippers qui sont venus ici. Il y a évidemment cette connexion avec la nature. On a une émission sur la transition écologique. Est-ce que vous sentez l'océan souffrir de l'activité humaine ou est-ce que finalement c'est assez invisible pour vous ? Pour moi, c'est assez invisible. On m'a posé souvent la question de voir si je voyais beaucoup de déchets en mer. C'est vrai que non, sur mon tour du monde, je n'en ai pas croisé de déchets ou cette fameuse continent de déchets dont on parle. Vous ne passez pas forcément par là. Non, on ne passe pas par là. Par contre, ce que l'on peut remarquer, et ça c'est une réalité, c'est que la pollution, l'impact de l'homme, on le voit où? En bord de côte, on le voit sur les plages, on le voit à la sortie des estuaires de nos rivières et nos fleuves, on le voit dans les ports maritimes, on le voit tout en bord de mer en fait. Et c'est vraiment là où il faut faire des actions fortes et traiter ça avant que ça se retrouve en mer ou dans les fonds marins qu'on ne voit pas forcément. Il y a un film qui sort aussi le 5 décembre, Les rêves ne meurent jamais, qui est basé sur là aussi des images du Vendée Globe, mais pas seulement. C'est quoi l'histoire de ce film? Oui, pas seulement le Vendée Globe en fil conducteur, mais surtout on fait parler les enfants, quels sont leurs rêves d'avenir, à quoi ils rêvent. On fait parler aussi des gens d'exception, des comédiens. Il y a Daniel Auteuil qui parle dans le film. Il y a des sportifs comme Bichente Lizarazu. Il y a Eric Orsena qui va parler de la mécanique des rêves. Comme quoi le rêve c'est important et que c'est vraiment des valeurs fortes sur lesquelles il faut appuyer dès le plus jeune âge. Pousser les jeunes à rêver c'est important et comme dit Orsena, rêver c'est vivre. Donc, quoi de plus important que le rêve? Ouais. Dans les témoignages, notamment d'ailleurs de comédiens ou de sportifs, il y a souvent eu un moment, quelqu'un qui leur a dit « mais ça ne marchera jamais ». Vous voyez cette phrase-là, ça ne marchera jamais, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera jamais, tu n'es pas fait pour ça. On vous l'a prononcé cette phrase aussi? Plein de fois, et c'est le point commun entre tous les interviewés, il y en a certains que je ne connaissais pas, on nous a tout le temps dit ça, quoi. Tu n'y arrives jamais, on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'échec, et pour aboutir dans ses rêves, moi je gagne à 48 ans le Vendée Globe, plus vieux vainqueur, j'ai eu des échecs, j'ai eu des victoires, mais j'ai aussi eu des échecs, les échecs construisent, et c'est important de ne pas avoir peur de l'échec pour aller au bout de ses rêves. Et ça c'est une notion importante, et pour permettre aux jeunes d'oser, il faut mettre en valeur que parfois on peut se planter, on a le droit de se planter, ce n'est pas une honte de se planter, et c'est comme ça que je suis arrivé à gagner le Vendée Globe. Ouais, et ça c'est un message ultra important à faire passer, parce que le système éducatif français n'est pas construit comme ça, il est un peu en train d'évoluer, mais il n'est pas construit comme ça. Vous faites, je crois, la Transat Jacques Vabre, qui démarre le 7 novembre, alors là on est en binôme. C'est qui votre binôme? Jean-Marie Doris, qui est un ami d'enfance, mais qui m'accompagne sur mes projets sportifs depuis 3 ans.
qui a une grosse expérience plus Coupe d'América ou voile olympique. Et en fait, c'est le même bateau que le Vendée. Le même bateau qu'on a remis en état et qui est vendu à notre skipper Damien Seguin à l'arrivée du Vendée Globe. Donc il faudra qu'on fasse attention au bateau, à pas l'abîmer pendant cette transat. Mais voilà, on projette déjà le futur bateau, Maître Coq 5, qui est en construction. Et donc c'est la première pierre pour la construction du prochain Tour du Monde qui aura lieu en 2024. Oui, parce que vous allez participer au prochain Vendée Globe, avec, quand on participe, c'est pour le gagner, avec l'ambition de le gagner. Un skipper, c'est toujours un commercial qui cherche des sponsors. C'est encore vrai, même quand on a gagné le Vendée Globe ? Ou c'est plus facile quand même ? C'est toujours vrai parce qu'on a toujours quelque chose à vendre, mais pour moi c'est vrai que c'est plus confortable parce que déjà j'ai la chance d'avoir mes partenaires Maître Coq qui continuent, avec qui j'ai re-signé pour 4 ans. Et ça c'est vrai que dans ma longue carrière de marin, ça n'a pas été toujours aussi simple que cela. Donc c'est vrai que la victoire aide, c'est vrai qu'il y a une belle histoire de confiance et de famille qui est née entre mes partenaires et moi et mon équipe. Donc c'est sûr que c'est des sports difficiles. Être marin, c'est être chef d'entreprise. Il faut gérer sa société, ses budgets, acheter des bateaux, gérer des équipes. C'est vraiment très complet comme sport. Ouais. Et vous êtes aussi chef d'entreprise avec Watt'n'Sea. C'est quoi Watt'n'Sea ? Alors Watt'n'Sea, c'est une société qui est née de la course au large et de la compétition, puisqu'en fait elle fabrique des hydrogénérateurs avec mon associé Mathieu. En 2008, lors de ma première participation au Vendée Globe, on avait mis au point une turbine électrique pour être en autonomie totale, c'est-à-dire faire de l'énergie avec la vitesse de l'eau sous la carène du bateau poussée par le vent. Et c'est un projet que l'on a développé pour les bateaux de course au départ. Et aujourd'hui, Watt'n'Sea est une société basée à La Rochelle, donc 80% de sa clientèle, c'est la plaisance. Donc c'est intéressant quand on voit des produits développés en course qui peuvent servir après aux plaisanciers. Moi, ça me fait penser aux 24 heures du Mans, qui depuis plus d'un siècle innove, enfin permet aux marques d'innover, et finalement on retrouve ça dans nos voitures. Le point de départ de l'idée de Watt'n'Sea, c'était quoi ? C'était de ne pas utiliser de carburant classique ? Oui, c'est ça. C'est lorsqu'on part faire un tour du monde à la voile. Moi, je me rappelle de Michel Desjoyaux à l'époque, qui, quand il avait gagné son Vendée Globe, avait failli s'arrêter au Cap Horn pour un problème d'alternateur. Et le grand public, il ne comprenait pas. Pousser à la voile, comment on peut avoir un problème d'alternateur et abandonner. Et c'est vrai que pour réussir un tour du monde, il faut avoir maximiser ses sources d'énergie. Et c'est vrai que les sources d'énergie renouvelables nous aident beaucoup, parce que là, on parle des hydrogénérateurs, mais il y a aussi des éoliennes, il y a aussi des panneaux solaires. Et le fait de multiplier ces sources d'énergie, on a de grandes chances d'arriver au bout de notre voyage, puisqu'on a plein de sources à bord disponibles. Donc voilà pourquoi on a développé les hydrogénérateurs. Ces hydrogénérateurs, aujourd'hui, ils équipent aussi, par exemple, sur la Transat Jacques Vabre, c'est à peu près tous les bateaux qui... Oui, sur la Transat Jacques Vabre, une majorité de bateaux. Sur le Vendée Globe, tous les bateaux étaient équipés. Donc c'est marrant parce que mes concurrents... Avec les vôtres ? Mes concurrents sont équipés de notre matériel. Donc vous étiez sûr de gagner le Vendée Globe, quoi. Non, il fallait faire le service après-vente aussi en même temps. Donc, mais non, c'est bien, c'est une belle aventure. Vous êtes aussi, Yannick Bestaven, engagé auprès de plusieurs associations. Il nous reste du temps, on va parler des deux. Tiens, Ecomer, pour commencer, c'est quoi Ecomer ? Alors Ecomer, c'est une association justement qui s'occupe de mener des actions environnementales, justement, auprès des jeunes, d'amener des jeunes à être sensibilisés à l'environnement, à passer des coups d'épuisette justement dans les ports pour ramasser des déchets, aller sur les plages, tamiser le sable pour montrer aux jeunes tous les déchets que l'on peut retrouver, plastiques, sur nos plages. Elle fait beaucoup d'actions écologiques et je trouve que c'est bien d'en parler puisque c'est une association qui vit depuis longtemps et il faut vraiment avoir des convictions pour tous les jours travailler dans ces associations-là. Et je trouve que c'est bien de les mettre en lumière et grâce à mon sport, je peux en parler. Et je pense que les jeunes sont très très sensibles à ces actions, beaucoup plus que nous on l'a été à l'époque, je pense. Ouais, oui, ça c'est évident. Les actions de dépollution, vous parliez des estuaires, des fleuves. Il y a des solutions techniques qui commencent à se mettre en œuvre. Est-ce que ça vous rend optimiste ? Est-ce que vous pensez que le génie, la technologie, l'innovation, c'est ce que vous avez fait avec les hydrogénérateurs, c'est une partie de la solution ? Oui, j'en suis persuadé, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Je veux dire, on ne va pas revenir à une époque où on n'avait pas la lumière, où on s'éclairait au feu de bois. Donc ça, c'est sûr que la technologie nous aidera. Évidemment, l'homme est intelligent, il a toujours su développer, s'adapter à son époque. Et ce qui est intéressant et ce qui est bien, c'est qu'on y met les moyens, que ce soit financiers, technologiques. En France, il y a plein de brevets qui sont déposés tous les jours. Et il faut pousser ces pépinières d'entreprises, ces startups, comme nous on l'avait fait à l'époque avec Watt'n'Sea d'ailleurs. Et il y a de très très bonnes idées pour aider à l'environnement
à se porter mieux et surtout à récupérer nos déchets. La première des choses, c'est comment récupérer nos déchets. Je pense que c'est pas très compliqué. La Halte du Cœur, autre association auprès de laquelle vous êtes engagé, c'est quoi la Halte du Cœur? Alors la Halte du Cœur, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. La Halte du Cœur, c'est des bénévoles, c'était une association de bénévoles au départ qui s'est constituée pour pouvoir distribuer les invendus de la grande distribution, les invendus de l'agroalimentaire, dont Maître Coq fait partie. Lorsqu'on est en fin de date de péremption, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille normalement. Et du coup, ces associations-là distribuent de la nourriture à ces gens-là. Ça ressemble un peu au Resto du Cœur de l'époque aussi. Et je trouve que c'est bien que des gens le fassent. Et moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que les bénévoles participent aussi à la distribution. On n'est pas que receveur, on s'implique aussi à distribuer pour les autres. Et je trouve que c'est bien quand on reçoit quelque chose de pouvoir aussi donner et participer à cette grande chaîne qui se développe dans l'ouest de la France. Et quoi de plus normal, moi, avec un sponsor comme Maître Coq, de participer à cette distribution alimentaire. Et c'était pendant le Covid où j'ai pu me rendre utile et j'ai découvert des gens et de tous bords. Et ça fait du bien, ça remet les pieds sur terre. Merci beaucoup, merci Yannick Bestaven. Bon vent pour tous vos projets et notamment pour la Transat qui démarre le 7 novembre. Il y a la sortie de votre livre, Mon Tour du Monde en 80 jours, c'est chez Gallimard. Et puis ce film, 5 décembre, Les rêves ne meurent jamais. Merci encore, on passe à notre débat avec le fondateur des Déterminés. Zoom sur les Déterminés, la création d'entreprises avec Moussa Camara, le fondateur des Déterminés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Chani Sefrosine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Kidzen et vous allez nous dire dans un instant ce qu'est Kidzen. Peut-être Moussa Camara, je commence avec vous parce que moi j'avoue, je ne connaissais pas les Déterminés. Ça a été créé en 2015. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous avez créé ça? L'idée de départ, c'est vraiment de créer une communauté d'entrepreneurs. Moi, j'ai entrepris il y a à peu près une quinzaine d'années. Et quand j'ai entrepris, j'étais seul. Je n'avais pas forcément de référence entrepreneuriale autour de moi. Et ce qui me manquait, c'était de l'accompagnement, c'était du réseau, c'était peut-être un peu quelques premiers euros pour pouvoir me lancer. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs étaient dans le même cas que dans lequel j'ai vécu et qui n'avaient pas forcément les mêmes chances de réussite que les autres. Parce que quand vous êtes dans certains territoires, parfois, avoir un réseau, développer une entreprise, réussir une entreprise, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai voulu faire avec les Déterminés, c'est de créer une passerelle entre des entrepreneurs et le monde économique. En donnant des outils, en mettant du réseau à disposition des entrepreneurs et en les aidant à se développer parce qu'ils étaient déterminés. Et c'est ça un peu l'idée du et même trouver des financements, on en parlera tout à l'heure. Quelques chiffres, donc lancés en 2015, 3000 personnes formées à l'entrepreneuriat, 445 porteurs de projets accompagnés, 179 entreprises créées, c'est déjà un beau bilan. Ces entreprises-là, elles étaient... Il y avait la bonne idée, mais elles étaient potentiellement fragiles, en fait. C'est quoi le critère qui fait que vous dites, tiens, celui-là ou celle-là, je vais l'aider? En fait, pour nous, chez les Déterminés, le projet n'est pas forcément important. C'est dans un premier temps, c'est la personne. C'est l'humain. C'est le porteur de projet, c'est l'humain. Cette capacité à le faire sortir, parce que les gens ont de l'énergie, ont du potentiel, ont des compétences, mais quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas favorable, finalement, vous vous limitez, vous pensez que vous n'êtes pas légitime. Et nous, ce qu'on fait, c'est de remettre déjà les gens en confiance, de leur donner cette légitimité dans laquelle parfois ils peuvent douter, et c'est de les accompagner sur les outils, la structuration de leur projet, leur business plan, leur étude de marché. Est-ce que leur business il est viable économiquement ou pas? On les accompagne très concrètement là-dessus. Et après, avec ou sans les Déterminés, c'est des entrepreneurs. Donc, on sélectionne des gens déterminés et finalement, ils entreprennent. Et il y a une diversité de projets, et il y en a la preuve ici avec Chani et plein d'autres. Vous vous reconnaissez, Chani Sefrosine, dans cette définition? C'est quoi Kidzen? Alors Kidzen, c'est une solution de communication et de gestion simplifiée à destination en fait des accueils collectifs de jeunes enfants qui facilite en fait la gestion administrative au sein des structures et qui favorise la communication avec les équipes et les parents. Concrètement, Kidzen, c'est une solution qui va permettre en un seul outil de pouvoir piloter sa structure
de pouvoir échanger plus facilement avec les parents, de pouvoir donc échanger des plannings, pouvoir échanger des documents, pouvoir échanger aussi des messages pour pouvoir informer, alerter en cas de danger. C'est quoi, c'est une plateforme? C'est une plateforme tout en un qui mélange la gestion et la communication. Ça s'adresse à qui? À des associations sportives, par exemple, des associations qui s'occupent de jeunes? C'est quoi? Aujourd'hui, nous, on s'est focalisé sur vraiment tout ce qui est centre de loisirs, colonies de vacances et accueil de jeunes. Après, plus tard, peut-être qu'on pourra aussi adapter le modèle à d'autres types de structures. Parce que moi, en fait, j'ai été animatrice en colonie de vacances. Il y a quelques années, et puis jusqu'à mes 17 ans, j'ai fréquenté les centres de loisirs, les colonies. J'étais sur le terrain pour aussi identifier la problématique inhérente du secteur. Et vous avez repéré ce qui manquait et ce qui pouvait être utile justement à ceux qui gèrent ces centres, c'est ça? Exactement, parce qu'aujourd'hui, les structures, elles ont très peu dématérialisé leur process. Il y a encore beaucoup de supports papier. Il y a des problèmes aussi d'identification des spécificités de chaque enfant, par exemple les allergies, les traitements alimentaires spécifiques. Il y a aussi un grand besoin de la part des parents de pouvoir être alertés, informés, être assurés aussi sur le quotidien de leurs enfants. Donc on a vraiment tenu à accompagner ces structures pour pouvoir accompagner leur transition numérique. Et alors avec les déterminés, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, les déterminés, en fait, donc j'ai suivi la formation des déterminés dans le cadre de French Tech Tremplin, la prépa, la première phase. Et vous êtes lauréate du French Tech Tremplin, d'ailleurs, bravo. Oui, merci. Et donc, du coup, moi, au départ, je ne connaissais pas du tout l'association des déterminés. Et donc, quand j'ai postulé à French Tech Tremplin, donc j'ai vu que l'association des déterminés accompagnait les porteurs de projets. Et je me suis tout de suite, en fait, reconnue dans les valeurs que Moussa et les déterminés portaient, parce qu'ils s'adressent aussi à des jeunes entrepreneurs assez dynamiques, qui n'ont pas forcément les codes de l'entrepreneuriat. Beaucoup, ils ont des difficultés, ils ont eu des parcours de vie assez difficiles. Il y a eu aussi des gens qui travaillent à côté, parce que ils portent à la fois donc, des responsabilités chez eux, mais aussi ils doivent porter leur projet entrepreneurial. Et c'est des gens qui sont combatifs, et on voit l'atmosphère en fait créée par Moussa et Déterminés. Ils les suivent, en fait, leur mantra un peu, c'est déterminer un jour, déterminer toujours, je me reconnais totalement. Moussa Camara, c'est quoi votre rôle dans ce programme, la French Tech Tremplin? Notre rôle, nous, on est un rôle d'accompagnement, de mobilisation aussi des publics, parce que on a une forte capacité, parce que la French Tech Tremplin s'adresse à des publics qui forcément sont dans des territoires un peu éloignés, sont dans certains quartiers politiques de la ville, etc. Et nous, on a une très bonne connaissance. L'historique des déterminés est né dans les quartiers politiques de la ville. Et du coup, on a une très bonne connaissance, une approche. On a une relation qui est directe, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Et du coup, on joue un rôle de mobilisation des publics. Et derrière, on joue un rôle d'accompagnement des porteurs de projets qui sont lauréats de ces French Tech Tremplin. Et alors là, par exemple, avec Kidzen, l'accompagnement, c'est quoi? Ça peut durer combien de temps? Déjà, l'accompagnement, il est spécifique, il n'est pas de la même teneur qu'un programme classique de déterminé, qui est beaucoup plus long, qui dure à peu près sur 6 mois, avec un accompagnement, un suivi, un mentorat. Là, c'est beaucoup plus court, c'était peut-être 3 mois. Pendant 3 mois, qui était vraiment tourné vers la spécificité technique du digital, de la technologie, du numérique, etc., dans les projets. Donc, le programme, il s'adapte. Mais il repart toujours sur la personne, sur la confiance. Comment un entrepreneur, on est à ses côtés pour le faire réussir. Comment quotidiennement, de manière pratico-pratique, on lui apporte les outils, on lui ouvre un réseau, on fait des rencontres aussi avec des entrepreneurs aguerris qui ont réussi, certains qui parfois ont échoué, qui viennent partager leur expérience. Parce qu'on en parlait avec... Allez-y, parlez. Ouais, c'est un suivi, c'est un accompagnement, parce que c'est aussi important. Parce que nous, en fait, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, les déterminés garantit un accompagnement de qualité, un suivi et une mise en relation avec du réseau des mentors. Mais ce qu'on ne garantit pas, c'est la réussite. Parce que le parcours d'entrepreneuriat, il est jonché soit d'échecs, soit de réussite. Et ça fait partie du destin, c'est la vie d'entrepreneur. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de limiter au maximum la casse et que ça part moins dans l'échec pour qu'au moins ils réussissent dans les bonnes conditions. Et parfois, ils échouent. Et c'est pour ça qu'avoir des entrepreneurs qui parfois peuvent raconter leur échec, ça
ça décomplexe sur un certain nombre de sujets, quoi. C'est drôle parce que c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission avec Yannick Bestaven qui disait l'échec, il permet de construire, quoi. On peut vraiment tirer des leçons d'un échec et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Bref, vous êtes dans quelle perspective? Parce que l'entreprise, elle est toute jeune, là. Elle est toute jeune, mais en fait, je l'ai créée il y a 1 an. Mais je pensais déjà, j'avais déjà développé une première brique de la solution. Aujourd'hui, donc notre version 1, elle est disponible. On est en train de lancer une expérimentation avec des villes à partir de janvier. Et donc là, aujourd'hui, on recrute, parce qu'on est 3 dans l'entreprise, mais on est en train de recruter d'autres profils, plutôt sur des profils commerciaux et des bons communicants aussi, pour se faire... pour faire connaître la marque. Exactement. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, on recherche aussi donc, des collectivités, des entreprises, des associations qui ont la gestion en fait, de structures de jeunes et qui souhaiteraient aussi nous accompagner dans notre phase de pré-lancement. Ce que j'ai trouvé en préparant l'émission, Moussa Camara, c'est sur la French Tech, ces chiffres, 90% des start-upers sont des hommes et 71% ont fait les grandes écoles. Donc ça, c'est le constat de départ. Évidemment, on se dit, ça manque de mixité sociale, ça manque de diversité. Ça, c'est l'un de vos combats aussi? C'est une mission, je pourrais plus l'appeler une mission, parce que aujourd'hui, les accès à certains réseaux sont encore compliqués. Et c'est vrai qu'il y a très peu de femmes, il y a très peu de gens issus des quartiers, des gens qui viennent avec des parcours différents. Je dirais, le modèle entrepreneurial français, il faut faire une grande école et après, il faut entreprendre. Je pense que c'est un peu une injustice parce que... Et puis on se prive de talent. C'est déjà une injustice pour ceux qui ont des projets mais incroyables. Ouais. Et moi, je suis persuadé qu'il faut 2 fois plus d'entrepreneurs dans notre pays. Et notamment, je suis persuadé que si on continue à pousser des programmes comme les Déterminés ou d'autres, ou des outils comme French Tech Tremplin, je pense que la prochaine licorne, elle viendra soit d'un quartier populaire, soit d'un village, d'une campagne, ou soit et qui ne sera pas dans les standards que vous nous avez cités là. Et je pense que il faut pousser, c'est une volonté, c'est un train de s'ouvrir aujourd'hui. Moi, je suis assez positif et optimiste sur l'avenir, parce que je vois avec toute la qualité des entrepreneurs qu'on rencontre, Chanis qui a un projet, mais béton, qui recrute et qui j'espère qu'il va exploser tous les compteurs. Je pense que aujourd'hui, l'air, elle est un peu favorable. Maintenant, il faut pousser, il faut créer des outils, il faut se donner, et il faut aller encore plus loin que la French Tech Tremplin pour que ça ne soit pas une centaine ou 200 projets, mais que ça soit 1000, 2000 et 3000 projets dans les années à venir qui feront partie de la French Tech. Est-ce que vous avez des amis, hommes ou femmes, qui parfois n'osent pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire, de toute façon, c'est pas pour nous, on n'y arrivera pas, quoi. Oui, en fait, les gens, intimement, ils se mettent des freins, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que, justement, ils n'ont pas fait de grandes études, ils se disent, moi, papa, maman ne m'a pas accompagné pour faire ci ou ça. Et en fait, ça, c'est des excuses qu'on se trouve, parce que, justement, il y a plein d'associations, plein des associations sur les territoires, sur des incubateurs, des programmes qui nous accompagnent. Faut vraiment y aller, il ne faut pas se poser des questions. À un moment, il faut se lancer. Le message, c'est si vous avez une bonne idée, allez-y. Allez-y. Ok, il est transmis ce message. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux d'être venus présenter à la fois Kidzen et les Déterminés. Je vous propose des collants recyclés, tiens, tout de suite. C'est ça, c'est le thème de Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Je vous présente Aurore Jacques. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Rêve Society. On va parler de collants recyclés avec un constat pour commencer. Chaque année en France, plus de 100 millions de collants sont jetés. Ça représente 7000 tonnes de déchets. Et j'imagine que ce constat vous a donné l'idée de créer, de proposer des collants recyclés. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos collants? Alors, comme vous venez de le dire, ces collants, ils sont en fibre recyclée. Donc, pour les recycler, on utilise des déchets de l'industrie textile. Oui. Donc, en fait, c'est des chutes de production, parce que comme toutes les industries, l'industrie textile produit des déchets. Et donc, depuis la création de la société en 2019, on estime qu'on a permis de revaloriser plus d'1 tonne de ces déchets.
Une pour tonne de fabriquer ces nos collants. déchets. Exactement. La filière, elle existait ou il a fallu un peu la créer à partir de votre idée de départ? La filière, elle a évolué et en fait, c'est une invention qui est très très récente, le fait de pouvoir réutiliser ces chutes de tissu pour pouvoir créer une nouvelle fibre. Et en fait, c'était très important parce que la plupart des collants sont fabriqués dans une fibre synthétique. Et en fait, la fibre synthétique, c'est du plastique. Et qui dit plastique, dit industrie, pétrochimie, etc. D'où l'importance d'utiliser de la fibre recyclée, comme ça on en fait réduit notre dépendance aux hydrocarbures. Et évidemment. Combien de temps de recherche et développement pour trouver cette technologie, pour réussir à utiliser les chutes pour recréer des collants? Alors il y a eu 1 an en fait entre le moment où il y a eu l'idée et ensuite la création, le lancement du produit, parce qu'il n'y avait pas seulement la fibre recyclée qui était en jeu. L'objectif c'était non seulement de fabriquer un collant qui allait changer la vie de la planète, mais aussi la vie des femmes qui les portent. Parce que je pense que le collant n'est pas forcément un produit avec lequel tout le monde est familier, mais c'est souvent quelque chose qui est très inconfortable. C'est un produit qui n'a pas évolué depuis depuis des décennies en fait. Et donc nous, on l'a conçu d'une manière très particulière. On a inventé en fait cette ceinture qui est extrêmement large et extrêmement élastique et qui fait que les femmes ne sont pas du tout compressées quand elles les portent. Elles ne sont pas cisaillées au milieu du ventre. On peut les porter toute la journée sans aucun inconvénient. Il y a même des femmes enceintes qui les portent. Donc, c'était aussi un de nos objectifs. Oui, il y avait un double objectif. Donc, la matière première principale, ce sont les chutes de collants. Mais j'ai vu que vous travaillez aussi sur le bois. Exactement. C'est quoi cette idée? Alors en fait, c'est une idée que j'ai eue parce qu'on a eu des clientes qui nous ont dit moi je suis désolée, mais les collants, je peux pas. La fibre synthétique, c'est quelque chose qui me gêne, je supporte pas le toucher, etc. Même les vôtres, ça va pas. Et donc, on a eu l'idée de faire des collants à partir d'une fibre plus naturelle. Donc, ce qu'on va utiliser à partir du mois de novembre pour nos nouveaux produits, c'est du modal. Donc le modal, c'est pas du coton, c'est pas de la laine, c'est pas du cachemire, c'est une matière qui est encore différente, qui est conçue à partir de pulpe de bois. Donc c'est du bois de hêtre qui est sourcé de manière durable. Et les solvants qui sont utilisés en fait pour fabriquer cette matière sont entièrement recyclés. Et vos collants, ils sont made in France? Les collants sont made in France et made in Italie, selon les modèles. D'accord. Ça dépend quoi? Par exemple, le modèle bois, il va être fabriqué en Italie. Il va être fait en Italie? En fait, ça dépend du niveau d'avancement, entre guillemets, des ateliers. Il faut savoir qu'en France, il y a encore très peu d'acteurs indépendants sur le chaud-sang. Donc, c'est la raison pour laquelle on a réparti nos productions sur ces 2 pays. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Sur cette filière bois spécifiquement, là aussi, récupérer de la pulpe de bois pour en faire des collants, ça existait déjà? Il a fallu convaincre la filière? Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez récent. Et en même temps, non. Parce qu'on utilise depuis plusieurs années maintenant des choses comme la viscose, par exemple. Ça fait plusieurs décennies que ça existe. C'est aussi de la pulpe de bois, mais c'est un processus qui est différent, un bois qui est différent et qui finalement est très polluant et destructeur pour l'environnement. Le modal, c'est quelque chose de plus récent. Et sur le collant, en fait, il n'y a encore pas grand-chose. Donc, c'est une innovation, oui. Pourquoi vous avez appelé votre société, votre entreprise Rêve? Alors, on l'a appelé Rêve parce qu'en fait, c'est la première syllabe du mot révolution. L'idée, c'était vraiment de révolutionner le produit qui est le collant. Et bien sûr, c'est aussi la première syllabe de rêver, rêver un monde différent. Ça, on l'avait imaginé, mais il y a aussi cette idée de révolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez d'autres idées, d'autres produits révolutionnaires en tête? Alors, l'idée, c'est bien sûr de continuer à innover et à tester de nouvelles matières. Et depuis l'an dernier, on fabrique aussi un nouveau produit. On est sur de la chaussette qu'on fabrique entièrement en France. Et là aussi, avec des matières éco-responsables, innovantes, donc du coton recyclé, des bouteilles plastiques recyclées, des fibres à partir d'algues. Enfin, on teste vraiment plein de choses et le but, c'est de continuer comme ça. On les trouve où, les produits Rêve? Vos circuits de distribution, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on vend essentiellement sur notre site internet, donc c'est rêve-society.com. On a aussi des distributeurs en France et en Belgique. On a une dizaine de points de vente et on recherche des distributeurs avec une force de frappe plus importante aujourd'hui. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu présenter Rêve Society, Aurore Jacques, dans Smart Impact. Voilà, merci à vous de votre fidélité et aussi aux équipes de Bismart, évidemment. Je voudrais remercier particulièrement Joséphine Dacoury qui produit et qui programme cette émission avec talent, Margot Ruot qui l'accompagnait, Romain Luc aux manettes à la réalisation et Saïd Mamou au son, même si c'est quand même Amanda qui a quasiment fait tout le boulot aujourd'hui. Allez, salut à tous.